Vous retrouvez une fois de plus, chers téléspectateurs. Comme vous le savez bien, c'est chaque jour on est avec vous pour le compte de cette émission CF Politique. On est encore là pour débattre l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez bien, à l'Assemblée nationale, il y a eu débat autour de la loi électorale, malgré que le G13 avait claqué la porte. Il y a eu continuité du débat et aujourd'hui, le texte sera au moins renvoyé au sein du Sénat pour analyse avant que le chef de l'État puisse signer et promulguer. Et de l'autre côté, nous allons parler sur le dialogue entre les Katangais. Vous le savez bien, il y a l'évêque de Lubumbashi qui a annoncé qu'il y a réconciliation entre Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi et les autres cadres du Grand Katanga en vue d'une réconciliation, pourquoi pas, d'un candidat unique pour les élections de 2023. On en parle au cours de cette émission. Élection avec ou sans le FCC qui demande un consensus autour de la loi électorale. Sur ce plateau, nous recevons M. Raphaël Loulou. Il est conseiller de Joseph Kabila Kabange, mais aussi secrétaire général du parti politique Mouvement Social pour les Renouveaux. Bienvenue à vous. Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs. Monsieur Raphaël Loulou, vous avez peur des élections de 2023, vous du Front commun pour le Congo. Certainement la population se dit, c'est puisque vous êtes déjà habitué à la corruption, à des nominations pour le compte de députés. Vous avez peur d'affronter aujourd'hui les vraies élections qui seront organisées pour l'actuel pouvoir? Je vous ai toujours dit que l'FCC n'a peur de rien ou de personne. Mais vous fondez vos argumentaires sur des a priori, des prétextes. Nous comprenons que le régime est habitué à cela. Et je crois que c'est une contamination même dans le monde journalistique. Vous parlez d'une contamination? Non, vous posez la question puisque quand vous demandez un consensus, on suppose un consensus en dehors des institutions, de un dialogue. Les dialogues congolais, on sait comment ça ne se gèrent pas par des suppositions. Non. Le FCC a une position claire depuis le début. Pour vous rafraîchir la mémoire, le FCC a déjà dénoncé moult fois l'élan dictatorial que ce régime de l'Union sacrée est en train de prendre. C'est ainsi que le FCC a dénoncé la composition irrégulière de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs donnent raison au FCC. 2. La composition cavalière du bureau de la CENI. 3. L'examen on ne peut plus irrégulier dans la procédure de la loi électorale sous examen au Parlement. Aujourd'hui, même le G13 donne raison au FCC. Lorsque nous disons cela, lorsque nous dénonçons tout ce fait, pour nous c'est un package. Nous demandons pour la sérénité de conscience et la paix dans notre pays, qu'on dégage le consensus dans l'examen de ce paquet, de ce fait, pour que nous allions aux élections. Et nous voulons, nous, FCC, les élections libres, transparentes, crédibles, inclusives. Demander cela ne signifie en rien avoir peur des élections. Nous ne voulons pas des élections faites à la 6-4-2 pour qu'au lendemain de la proclamation des résultats, que le pays soit mis à feu et à sang. Nous sommes au moins prévoyants. Nous avons des avis objectifs. Nous ne voulons pas seulement la politique de chaos dans notre pays. Vous avez soulevé 3 points, parlons un peu de la Cour constitutionnelle, vous avez critiqué la façon dont Dieudonné Kaloubi est arrivé là-bas, mais aujourd'hui il n'est plus puisqu'il avait remplacé l'ancien président qui est décédé à Bruxelles. Même aujourd'hui. Est-ce que sa nomination devrait causer un problème? Même la mise à l'écart du président Kalouba, est-ce que c'est régulier? Mais il y a eu tirage au sort. Non. Qu'est-ce que le régime a à voir là? Quand est-ce que
lisez la Constitution. Le tirage au sort doit se faire 3 ans après. Mais en 2019, 3 ans après. Est-ce que Kalouba a fait même 2 ans? La réponse est non. Mais il était la réponse est non. De la même manière que nous avons dénoncé le non-respect de délai lorsqu'il s'agissait de mettre Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle, de la même manière, nous dénonçons le même fait aujourd'hui. Les délais n'ont pas été respectés. Est-ce qu'il fallait c'est dire que le régime actuel ne respecte rien, même pas le délai constitutionnel. En l'occurrence, 3 ans pour le tirage au sort des juges et avoir un président de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, même la procédure est biaisée. 4 juges ont été présents sur 9. 4. Est-ce qu'on peut dire... On a vu tous les juges. Est-ce qu'on peut... Non, ne dites pas ça. Tous les juges n'étaient pas là. Vérifiez, vous êtes journaliste. Mais on avait déjà vérifié. Non, ils n'étaient pas là. Il ne faut pas qu'on trompe. Les juges, il n'y a que 4 juges qui ont pris part à ce tirage au sort. Avec lui-même, ça fait 5, la majorité. Non, les juges, le président lui était écarté. Il ne prend pas part à ça fait déjà 5 ce tirage au sort. Non, Kalouba n'a pas pris part. Non, le pauvre Kalouba n'a pas pris part à ce tirage au sort. C'est dire que même la procédure est biaisée. Le forcing se fait partout, je suis désolé. On a fait le forcing pour la Cour constitutionnelle. On fait le forcing pour le tirage au sort aujourd'hui. On a fait le tirage pour la mise en place du bureau de la CENI. Et le forcing aujourd'hui encore pour l'examen de la loi électorale. Non, s'il vous plaît. Comment on peut aller dans ces régimes, dans ce pays-là, tout par forcing? Vous parlez aujourd'hui du bureau de la CENI, vous oubliez que Manara est de l'opposition. John Tokole, je vous ai de la majorité avec Joseph Kabila. Je prends un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui... Non, je prends un exemple. Ils ne sont pas du FCC. Je prends un exemple simple. Vous êtes journaliste à cette chaîne Congo France Télévision aujourd'hui. Lorsque demain, vous allez travailler dans une autre chaîne de la place et pour le compte de cette chaîne, est-ce qu'on peut dire que vous êtes toujours journaliste de Congo France Télévision? La réponse est non. La réponse est non. Moi, je suis membre du bureau politique du FCC. Manara, c'est un frère, je le dis. Est-ce qu'il a déjà dit? S'il vous plaît, Manara, c'est un frère, il est de ma province. Nous avons toujours été, avec lui au bureau politique du FCC. Il ne participe plus à nos réunions. Il ne vient plus à nos réunions. Est-ce que vous pouvez dire qu'il est du FCC? Laissez-moi vous dire non. Mais c'est lui qui l'avait chassé. Il ne l'est plus. Manara n'a pas été chassé. Je suis désolé. Il n'a pas été chassé. Mais le PPRD, il n'a pas été chassé. Le bureau politique, s'il vous plaît, c'est après. Le PPRD l'a fait. Je ne suis pas du PPRD, mais je connais ce qui a été fait. Après avoir constaté son départ contre l'avis du FCC, du bureau politique du FCC, c'est alors que le PPRD, son parti politique, a pris la décision. D'accord? C'est après coup, après forfait. Donc il ne faut pas dire que aujourd'hui il n'est plus du FCC. Vous voulez dire que le bureau, le bureau de la CENI est monocolore. Le bureau de la CENI est monocolore. Autant que la plénière qui examine la loi électorale est monocolore. D'accord? Non, je connais, il y a quelques membres de l'opposition. S'il vous plaît. Je le dis, je ne parle pas de choses en l'air, je parle de choses réelles. Le FCC ne participe pas à l'examen de la loi électorale aujourd'hui au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il y a quelques membres qui participent. Non, il ne participe pas. Il ne participe pas. S'il participe, donne-moi le nom. Il ne participe pas. On ne doit pas citer le nom de gens. Non, je vous dis, mais écoutez, quel serait l'intérêt aujourd'hui? Je suis membre du bureau politique du FCC. Je parle ici, je suis membre du FCC, que le FCC ne participe pas à l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous avez lutté contre la loi sur la congolité. Vous ne voulez même pas qu'on puisse parler de Congolais, des pères et des mères. Aujourd'hui, ces consensus-là, quoi comme intérêt? Nous n'avons pas de problème, nous, avec la loi
sur la nationalité congolaise, parce que pour nous, nous estimons la question de nationalité est déjà réglée par la Constitution. Si vous devez donner libre cours à des élucubrations de ce genre, pour que chacun, lorsqu'il se réveille du pied gauche de son lit et qu'il élabore une loi, et que le Parlement, qui est une caisse de résonance du régime Félix Tshisekedi, doit examiner cette loi, alors le pays va à volo. Mais vous êtes Congolais, vous avez des maires. Est-ce que si on demandait... Je répète, la question de nationalité congolaise est déjà réglée par la Constitution. Lisons la Constitution, vous allez trouver toutes les réponses là-dedans. Et aujourd'hui, il y a un quidam, j'ai ouï dire, qu'il proposerait même que la femme de candidat président de la République soit congolaise. Quoi de mal? Non, écoutez, ça c'est jouer avec. Si la question de la nationalité congolaise est réglée, y compris la question du candidat président de la République et de la femme du président de la République ou du candidat président de la République, qu'y a-t-il à ramener aujourd'hui? On va aller... Il reste tout simplement qu'on demande à ces messieurs-là de faire un amendement que les domestiques du candidat président de la République soient congolais de père et de mère. Comme ça, il ne reste que ça. Son chauffeur doit être congolais, son menuisier, son couturier, son coiffeur. Pourquoi ça doit vous déranger? Ça ne nous dérange pas. Ce qui dérange, c'est que il y a des gens qui sont en train d'introduire de l'amalgame dans des choses sérieuses de la République, sans mesurer les conséquences que cela peut amener. C'est ce qui nous dérange. Monsieur Raphaël Loulou, vous cherchez un consensus, c'est pour régler quel problème? Nous cherchons les consensus pour éviter que plus tard, il y ait des problèmes. En 2019, non, il n'y avait écoutez, pas de consensus. Non, s'il vous plaît. En 2006, il y avait quel consensus? Je suis en train aujourd'hui, vous voulez qu'il y ait Je suis en train de le dire ici, en tant qu'ancien parlementaire. Je rappelle à vos téléspectateurs que j'ai été député national, j'ai été membre du bureau de l'Assemblée nationale, j'étais conseiller principal du président de la République en charge des questions parlementaires, j'étais l'interface entre le président de la République et l'Assemblée nationale, entre le président de la République et le Sénat, entre le président et les 11 assemblées provinciales de la République. Donc, la procédure parlementaire, sans fausse modestie, je la maîtrise. Mbosso ne peut pas nous dire qu'il ne connaît pas qu'avant l'examen d'une loi importante, il y a toujours d'options à lever. Ces options à lever, c'est pour mettre les forces en présence dans l'examen de la loi, ensemble, d'accord, pour que les choses se fassent correctement. Mais c'est entre le président de groupe parlementaire. Non, en dehors des institutions. Non. Quand on dit en dehors de l'institution, on veut le raconter à celui qui ne connaît pas le Parlement. En dehors des institutions, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a de rencontres pour une loi importante, les gens se retrouvent. Quand je dis les gens, c'est-à-dire les représentants des différentes composantes se retrouvent pour donner leur point de vue afin de préparer, lorsque ces options sont levées, d'aller en plénière pour qu'il n'y ait pas, pour éviter des tiraillements qui puissent bloquer la machine. C'est ça la messe noire contre la République. Il n'y a jamais eu de messe noire. Écoutez, non, si vous ne maîtrisez pas la pratique parlementaire, c'est comme ça malheureusement que ça se fait. Il ne faut jamais dire qu'il y a la messe noire. Non. Mbosso, je répète, il le sait. J'ai été parlementaire avec lui à un moment, il sait que ça s'est toujours fait comme ça. C'est pas aujourd'hui qu'il va inventer la roue. On vous avait invité, venez avec vos sujets, venez avec là où il faut. Venez avec le sujet pour qu'il y ait un débat. Même les options à lever, il faut un débat. Lorsque vous venez avec les avis, il faut un débat. Il n'y a pas de débat. La preuve, aujourd'hui, G13 a quitté. Pourquoi? Mais pourquoi G13 a quitté. G13 est venu. G13 a mordu à ces stratagèmes de Mbosso pour venir avec 18 propositions. G13 est venu avec 18 propositions. Et ces propositions ont été rejetées. Pourquoi? Il n'y avait pas de débat. Voilà pourquoi G13 a claqué la porte
il est sorti. Mais vous du FCC, Alors vous de dites-moi un l'opposition, peu, est-ce qu'aujourd'hui on ne donne pas raison au FCC? Mais pourquoi vous n'avez pas répondu à l'invitation de Mbosso? Nous ne pouvons pas répondre à l'invitation de Mbosso parce que nous connaissons, Mbosso c'est une caisse de résonance. Une caisse de résonance du régime On a quand même actuel. débattre avec lui. Non, on débat. Là, vous êtes en train de prêter des intentions. Non, on ne prête aucune intention. Mais nous disons des choses vraies. Je répète encore à ceux qui veulent m'entendre que G13 a cru que Mbosso il était de bonnes intentions, de bonne foi. Ils sont allés, G13 est allé avec 18 propositions. Les 18 propositions ont été carrément, purement et simplement rejetées. Et le président de l'Assemblée, Mbosso, ne voulait même pas qu'il y ait débat. Ils ont claqué la porte, puisque nous avons suivi l'honorable Baudouin Mayo de l'UNC qui a bien signifié quand les textes ont été déjà votés au sein de l'Assemblée nationale, c'est plus pour G13. Il fallait continuer. Écoutez, oui, quelqu'un peut dire ça. Lorsque toute l'opposition ne participe pas à cet examen de loi, êtes-vous sûr que cette loi, bien que votée par l'Union sacrée seule, ils sont les élus du peuple. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer ma phrase. Lorsque cette loi est votée par l'Union sacrée seule, êtes-vous sûr que cette loi ne posera pas de problème dans l'application, bien que votée par les députés de l'Union sacrée? Parce que ceux de l'opposition qui ne prennent pas part à l'examen sont des députés nationaux. Monsieur Raphaël Loulou, vous oubliez qu'en 2018, quand il y a eu modification de la loi électorale, l'UDPS n'avait pas participé au débat, la MOCA non plus, mais non, on est allé aux élections. L'UDPS avait des plaintes à réclamer. Et ces plaintes, lorsqu'elles étaient rencontrées, l'UDPS est rentré dans la salle. Je vous dis, je suis un ancien conseiller principal en matière parlementaire. Je suivais toute la situation et je la maîtrise. S'il vous plaît, aujourd'hui, les gens peuvent minimiser. Les gens peuvent minimiser la question aujourd'hui. C'est de leur droit. Ils sont habitués à faire le forcing. On peut minimiser aujourd'hui. Demain, je vous dis, dans l'application, il y aura des problèmes qu'on ne saura pas résoudre. Aujourd'hui, on peut minimiser. Ils sont de l'union sacrée. Ils ont la force. Ils font le forcing comme ils sont habitués. Mais sans les autres, cette loi posera de problèmes pour qu'on aille aux élections. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Dans ces consensus-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait modification? Mais il y a plusieurs points. Vous pouvez quand même donner quelques points. J'ai déjà donné, et écoutez... L'Union sacrée a parlé de la congolité. Aujourd'hui, les seuils, ils ont quand même mis de côté les seuils. Le problème des suppléants a été réglé. On continue avec votre système. Le problème des seuils est rejeté. Les G3 a posé le problème des seuils. Oui. C'est rejeté. Ouais, non, ils ont accepté. Ils ont accepté la proposition de G7. C'est rejeté. Ce qui est accepté, c'est la formule de l'Union sacrée. C'est pas la formule d'autres. Moi, j'ai lu ça. S'il vous plaît. J'ai suivi les débats. Je suis aussi, autant que vous, la situation, les débats. Je le suis. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes journaliste. Mais un jour, vous nous appellerez sur ce plateau et on parlera de cette question de loi électorale qui n'a pas été bien examiné. Vous allez faire quoi? Participer aux élections ou pas? Écoutez, lorsque quelque chose se fait sans nous, ne nous demandez pas d'être là où on va, là où on a posé. Aujourd'hui, parce que et la Cour constitutionnelle, et la CENI, et même la loi électorale, c'est pour poser les jalons des élections, n'est-ce pas? Et lorsque tout ceci ne tient pas compte de notre avis, ne tient pas compte de nos desiderata, lorsque nous remarquons qu'on est en train de faire le lit de Félix Tshisekedi pour qu'il passe comme le couteau dans le beurre non glacé, vous allez nous demander, nous, de venir aux élections pendant que tout a été truqué à l'avance. Nous nous disons,
autant que cet examen, cette loi qui sortirait ne nous concernera pas, autant que tout ce qui adviendrait de la CENI, de la Cour constitutionnelle, ne nous concerne pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous appliquez maintenant la politique de la chaise vide, comme c'était le cas avec l'UDPS en 2006? Pour nous, ce n'est pas la chaise vide. Pour nous, ce n'est pas la chaise vide. N'avait pas fait objet d'un consensus. Ça dépend de ce que vous appelez chaise vide. Ça dépend de ce que vous appelez chaise vide. Lorsque nous donnons, l'UDPS, lorsqu'elle appliquait la chaise vide, elle ne donnait même pas son point de vue. Non, il y avait des marches. S'il vous plaît, non. Moi, je sais que, s'il vous plaît, lorsque j'étais membre du bureau, à l'Assemblée nationale, il y avait 4 postes qui n'étaient pas occupés par l'UDPS. Ils ne voulaient pas venir occuper les 4 sièges réservés à l'UDPS. Et ils ne donnaient aucune autre raison. Mais aujourd'hui, c'est le cas avec vous. Voilà la chaise vide. À l'Assemblée nationale, voilà la politique. Vous avez refusé. Voilà la politique de la chaise vide. Voilà la politique de la chaise vide. Mais aujourd'hui, c'est différent. Nous donnons notre point de vue. Nous donnons notre point de vue en disant, nous voulons qu'on lève les options, nous voulons une démarche consensuelle pour que nous allions examiner la loi. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas examiner la loi électorale. Nous ne disons pas ça. Nous voulons tout simplement qu'il y ait un consensus autour. Mais c'est le cas avec l'UDPS en 2006. Non. Il y avait des marches, il fallait organiser un dialogue, il fallait ceci, cela. Vous êtes en train de parler vous êtes en train de parler à quelqu'un qui maîtrise mieux ces choses. Mais je vous le répète, l'UDPS en 2006, l'UDPS, lorsque elle venait pas, lorsque elle appliquait la politique de la chaise vide, l'UDPS n'a donné aucune autre raison, tout simplement parce que le Sphinx a dit. C'était la seule raison de ne pas aller, de ne pas participer. Aujourd'hui, nous donnons notre point de vue. Notre point de vue, c'est celui-ci. Nous voulons la recherche d'un consensus autour de quelques options pour que nous examinions sereinement la loi électorale. Nous ne disons pas que nous refusons. En organisant des sittings, M. Raphaël. Non, écoutez, le sitting, nous les organisons. Pourquoi? Pourquoi? C'est justement pour faire comprendre que nous avons des préoccupations et on doit en tenir compte. Pression au pouvoir en place. Nous ne faisons pas pression. Oui, nous faisons appliquer tout simplement nos prérogatives constitutionnelles en tant qu'opposition. C'est tout. On ne fait pas pression du tout. Vous nous avez vu tenir la main d'un Bosso pour lui dire de signer ou de ne pas signer? Non. Nous ne faisons pas pression. Continuez avec nous appliquons, c'est nos prérogatives constitutionnelles. Quand on fait valoir ces prérogatives constitutionnelles, on fait pression. Alors dites-nous, alors si on applique la Constitution, on fait pression? Non. Vous parlez de la Constitution. En 2023, il y aura des élections qui seront très bien organisées par l'UDPS. C'est ce que nous avons toujours voulu. L'Union sacrée. Est-ce que vous serez en mesure d'affronter Félix Tshisekedi qui a quand même un bilan élogé? Aujourd'hui, ici, on voit... Ne nous parlez pas d'un bilan élogé. Laissez-moi quand même finir avec ma question. Puisque vous, déjà, en 2018, on a peint un tableau sombre du bilan de Kabila. Vous avez quel bilan aujourd'hui pour défendre devant l'UDPS? S'il y a un homme politique dans ce pays qui a un bilan à défendre, c'est Joseph Kabila. C'est le régime Kabila. Je commence. Sur le plan politique, nous avons un bilan. Le régime Kabila a un bilan politique, c'est d'avoir permis à mener un opposant politique à accéder au pouvoir de manière démocratique. Et cet opposant politique qui a accédé au pouvoir, c'est Félix Tshisekedi, le président actuel. Voilà un bilan politique. Un bilan politique défendable. Sur le plan social, nous avons dit, nous avions réhabilité des écoles. Nous avions réhabilité les routes, les centres hospitaliers. Nous, on a un bilan, les universités. Il y a même des universités qui ont été construites sous Joseph Kabila. Quelle université, M. Raphaël? L'université de Kindu. Non, l'université Matata. Non, vous confondez. L'université de Kindu. Non, je ne parle pas de l'université d'un particulier. Je parle de l'université de l'État congolais construite
sous Joseph Kabila. Matata Ponyo reconnaît Non, qu'il a vous fait ça confondez. avec ses propres Non, efforts. vous confondez les choses. Excusez-moi. Laissez-moi vous apprendre s'il le faut. Non, je ne parle pas de l'université Mapon. Même l'université de Kindu, Matata Ponyo l'a dit clairement pour dire qu'il a mis son énergie en jeu pour que cette université-là puisse être... Il a mis son énergie pour construire son université privée. Et non l'université. Mais l'université de Kindu, c'est l'université construite sous le régime de Joseph Kabila et par l'argent de l'État congolais lorsque Kabila était président de la République. Je suis originaire de Kindu, je connais pourquoi l'université est là. Je connais ce qui a été fait. Arrêtez un peu d'écouter lorsque chaque personne viendra vous dire ce qu'il veut. Non, ici, moi par preuve. Si vous voulez, on arrive à Kindu, je vous démontrerai par A plus B que c'est l'université qui a été construite par l'État congolais sous le régime de Joseph Kabila. C'était pas par les efforts de... Non, le sénateur Matata Ponyo a construit son université privée. Il va affronter Joseph Kabila. Il peut affronter qui le veut. Il va affronter Félix Tshisekedi, il va affronter Martin Fayoulou, il va affronter Moïse Katumbi, il va affronter d'autres qui ne se sont pas encore prononcés. C'est pas un problème. Mais il est sénateur. Vous réclamez Joseph Kabila pour un retour. Non, écoutez, moi je suis du FCC. Vous voulez que je soutienne un président d'une autre famille ou candidat président d'une autre famille politique? Moi, si Joseph Kabila est candidat, je ne soutiendrai que lui. Certainement qu'il ne sera pas candidat puisque... Oh, je suis désolé. C'est peut-être vous qui lisez la Constitution comme un roman ou comme la Bible. Vous prenez le chapitre qui vous intéresse. Mais si nous faisons une analyse objective, j'ai ouï dire qu'il y avait quelqu'un qui voulait avoir un débat avec moi, votre avocat là, je lui lance un appel, moi-même je l'invite sur le plateau qu'il vienne me démontrer par rapport comment Joseph Kabila ne peut pas être candidat. Il ne peut plus revenir puisqu'il a fait... Il reviendra parce que si vous lisez l'article 72 de la Constitution, vous avez 4 conditions. Et cette condition-là d'avoir été président de la République pendant 2 ou avoir exercé 2 mandats, il n'y a pas cette condition-là. Je suis désolé. Il est sénateur à vie et non sénateur comme aujourd'hui Matata Ponyo. Il est sénateur avec toutes les prérogatives comme tous les autres sénateurs. Non, pas parce que la Constitution dit, pas de suppléant. Encore une fois, je vous renvoie à la Constitution. Lui n'a pas de suppléant, M. Raphaël. Qu'il n'y a pas un mandat impératif. Il n'y a pas un mandat impératif, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ces choses-là. Est-ce que vous ne pouvez pas vous choisir un candidat de Kabila? Non, c'est notre choix. Notre choix, c'est Joseph Kabila Kabang. Qui sera battu lamentablement. Battu par qui? Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, et je dis au peuple congolais, Joseph Kabila, qui est en réclamé, est plus populaire aujourd'hui que n'importe qui en 2018. Vous pensez qu'aujourd'hui, Matata Ponyo, parlons un peu de Matata Ponyo qui est sénateur à vie. Je n'ai pas ici à parler. On parle quand même de non, moi je parle de Joseph Kabila. Je vous dis que je travaille avec Joseph Kabila, c'est mon chef. Je n'ai pas besoin de parler d'autres personnes. Et Joseph Kabila face à Matata Ponyo, un débat, vous pensez qu'il peut convaincre mieux que Matata Ponyo? Oui, je sais. Et je suis sûr. Vous êtes sûr qu'il va battre? Très sûr. Très sûr. Avec le dossier. Joseph Kabila aux élections, s'il n'y a pas les barricades qu'on cherche à mettre partout là, comme les pots de banane sur le chemin de Jean, si aujourd'hui tout est démocratiquement clairement fait, Joseph Kabila va battre tout le monde. Il va battre même tout le monde. Celui qui a refusé. Lorsque je parle de tout le monde, je dis tout le monde. Même celui qui a refusé le Je dis tout le monde, il battra tout le monde. Monsieur Raphaël Loulou, aujourd'hui la République démocratique du Congo est en train d'aller de l'avant. L'année électorale, on en a déjà débattu. On part déjà vers les élections 2023. Aujourd'hui, il y a quand même la croissance économique. Vous saluez les efforts du gouvernement Sama Lukonde? Aucun effort, je suis désolé. Aucun effort. Vous n'avez qu'à sortir à l'extérieur de votre bâtiment. Regardez comment les routes sont dans un état piteux. Vous n'avez qu'à... Écoutez, ce n'est pas à moi. Écoutez, s'il vous plaît. Vous reconnaissez ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de dire. Ce n'est pas à moi de dire que les choses ne vont pas bien. Le président de la République vient de le reconnaître à Abidjan. Que ça ne marche pas. L'insécurité à l'Est. Le président de la République, le commandant suprême, vient de pointer son doigt accusateur sur les militaires et les policiers. Ça veut dire que le président de la République reconnaît que les choses ne vont pas bien à l'Est de la République, qu'il y a insécurité. Le président de la République vient de reconnaître que l'enseignement ne marche pas. Il vient de dire que
les efforts de l'enseignement. S'il vous plaît, il vient de le dire à Abidjan. C'est votre bilan que vous l'avez légué. Non, il est président de la République actuelle. Oui, mais il est en train de travailler maintenant pour régresser la pente que vous avez. Régresser, ça veut dire aller le déclarer à Abidjan au lieu de travailler dans son pays pour que les choses s'arrangent. C'est ça travailler? C'est ça faire que les choses marchent? Non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est regrettable. Monsieur Raphaël, parlons un peu du bloc patriotique. Je me demande aujourd'hui les militaires, les enseignants et les policiers. Comment ils sont? Ils sont dans quel pot aujourd'hui? Non, ils doivent travailler puisqu'on n'a pas dit. Vous croyez que c'est ça la motivation? C'est ça la motivation, aller le dire à Abidjan? C'est ça la motivation? Vous voulez créer un découragement? C'est ça la motiver? Vous voulez créer un découragement fondé? Ben non, quel découragement? Nous n'avons qu'à lire, nous avons lu, nous tous. Vous savez les enseignants? Moi-même, je suis enseignant. Je le sais. Moi-même, je suis enseignant. Est-ce que vous croyez que mon niveau intellectuel est bas? Moi, le diplôme que j'ai eu là, les jurys qui m'ont attribué ce diplôme et toutes les années que j'ai déjà passées en tant qu'enseignant, vous voulez me dire que mon niveau est bas? Mais aujourd'hui, vous donnez pas une bonne leçon. Je suis désolé. Vous abandonnez. Mon niveau en tant qu'enseignant. Si. Est-ce que vous moi, je continue à donner cours. Vous connaissez aujourd'hui. Je continue à donner cours. Il y a le phénomène chic, choc, sec aux universités. Non, il n'y en a pas. Vous connaissez qu'il y a des. Je suis enseignant depuis des années. Quand même qu'il y a et tout le monde à qui j'ai donné cours. Moi, j'ai donné cours même à des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui. J'ai donné cours à un ministre aujourd'hui au gouvernement ici de Samaloukondi. Il est aussi mon étudiant, mon élève est warrior aussi aujourd'hui. Il s'appelle comment? Moi, ça ne sert à rien, vous avez dit qu'il ne faut pas citer le nom. Mon étudiant à qui j'ai donné cours est warrior aujourd'hui. Lui là, mon étudiant là, lui, qui est ministre aujourd'hui, peut dire que mon niveau est bas. Mais vous accusez le gouvernement Samaloukondi, donc lui aussi n'a pas réussi. Mais je dis que ce gouvernement ne fait rien. Donc c'est votre étudiant aussi ne fait rien. Non, ils ont un planning de travail, ils ont une ligne de conduite à suivre. Je lui ai dit un jour, ministre qu'il est, je lui ai dit, je connais son niveau, c'est un garçon intelligent, brave. Mais parce qu'il est mis dans le groupe d'incompétents, il est contaminé. La preuve, on venait de faire partir le ministre de l'économie pour incompétence. Moi, je l'ai dit, il n'est pas le seul. C'est tout le monde qui doit partir. Même ce gouvernement. Même les premiers ministres. Quand j'ai dit, vous savez vous, moi je parle français simple, facile. Quand je parle de tout le monde, même le premier ministre. Dites-moi un peu, vous. Sauf le président. Non, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Le premier ministre, vous pouvez me dire, vous, journaliste, qu'est-ce qu'il est en train de faire des bons en tant que premier ministre? Vous connaissez aujourd'hui les cadres macroéconomiques? Vous connaissez? Il y a croissance quand même de la production en RDC. Un peu ces slogans. L'ancien premier ministre Moussouto l'a reconnu. Le seul premier ministre qui a bien travaillé dans ce pays, je le reconnais, c'est Matata Ponyo. Le futur président de la République. Non, je dis en tant que premier ministre. Donc, oui, parce qu'il était sous un leadership clairvoyant de Joseph Kabila Kabange. De vous penser que c'est Joseph Kabila Kabange qui travaillait au travers Matata Ponyo? Non. Matata travaillait en tant que premier ministre. Mais il avait une orientation à suivre qui lui était donnée par son chef direct, qui était le président de la République. C'est tout à fait normal. Monsieur Raphaël Loulou, on avance avec les élections de gouverneur. Je vais quand même vous poser une question sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé encore? L'élection de quel gouverneur? Vous avez suivi Guy Badou a été élu comme gouverneur dans le Congo central. Il y a eu plusieurs dames qui ont été élues. Vous avez quand même salué ces élections-là. Écoutez, saluer les élections. Quelles élections? Mais c'est l'élection du gouverneur. Depuis ce matin ou depuis hier, le procureur général de la République a lancé un réquisitoire d'information à charge de tous les députés provinciaux de l'Issala. Partout où on les verrait, à l'aéroport de Ndolo ou à l'aéroport de Ndjili, qu'on les attrape et qu'on les ramène au Niouf pour corruption. Les députés provinciaux,
dans la province de Lomami. Depuis avant-hier, on est en train de demander aux députés provinciaux de remettre l'argent de corruption qu'ils ont eu. Au Congo central, Diomi Ndongala est en train de demander aussi à ceux qui ont eu son argent de remettre. On a démenti l'information. S'il vous plaît, on peut démentir. Ce sont des machinations qui se font que l'on connaît. Mais lorsque quelqu'un a parlé, il a parlé. Nemo Nansemi, il avait appelé les députés provinciaux, les menacer de voter pour lui. S'ils ne votent pas pour lui, ils vont mourir. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas de mort. Malheureusement. Ou heureusement. Au Maniema, un candidat gouverneur, il est député national. Il a désisté parce qu'il a constaté qu'il y avait la corruption. Dites-moi, vous me parlez de quel... Monsieur Raphaël, il y a eu élection. J'ai suivi le président de l'Assemblée. Moi, je ne refuse pas. Vous savez, l'élection n'avait pas corruption et que Diomi Ndongala était le premier à aller proposer le pot de vin à Jacques-Claude Vemba qui avait refusé. Est-ce que aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous, de l'opposition, pouvez pas faire des efforts? Pardon, Jean-Claude Vemba a refusé. Oui. Mais il a refusé quoi? La corruption. Voilà, il a refusé. Mais c'est pour dire que c'est une preuve qu'il y avait corruption. Lorsque vous avez refusé la corruption, c'est une preuve qu'il y avait corruption. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas corruption. Je viens de vous dire, un candidat député, un candidat gouverneur, pardon, a désisté parce qu'il y avait corruption. Je viens de vous dire qu'au Lomami, on a demandé, on est en train de traquer les députés pour qu'ils remettent l'argent qu'ils ont perçu. C'est parce qu'il y a eu corruption. C'est la maladie que vous avez laissée. Voilà pourquoi M. Félix Tshisekedi, si nous avons laissé cette maladie, il a voulu bloquer la machine puisqu'il y avait tant de cas de corruption. Non. Aujourd'hui, vous devez quand même vous reprocher. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est l'union sacrée qui est en train de créer du désordre. Vous me parlez d'élection. Pendant que au Kasaï oriental, il y a eu une dizaine de candidats, tous se réclamant être tickets de l'union sacrée. C'est la démocratie. Oui, c'est ça, la démocratie du désordre. Ça, c'est la démocrature. Non, vous avez instauré la dictature. Oui, l'union sacrée est en train d'instaurer la démocrature et non la démocratie. Voilà. Bravo à ceux qui ont été désignés. Non, pas désignés. Gouverneurs. Ils ont été élus. Ils sont venus jouer leur partition. C'est comme dans une pièce de théâtre. Ils sont venus jouer leur rôle que l'union sacrée va leur donner. Donc, ils ne vont pas diriger comme il se doit. Un jour, vous m'appellerez ici. Nous allons encore une fois parler de cas ou de la gouvernance de ces dirigeants à la tête de province. Vous comprendrez tout de suite qu'ils ont été envoyés là-bas, mis là-bas, placés là-bas pour jouer le rôle que l'union sacrée va leur donner. Je vous pose cette question, M. Raphaël Loulou. Parlons Kinshasa Bopeto. Enfin, la ville est en train de retrouver sa belle robe. Encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore. On m'a dit Kinshasa sans trou. Mais oui, aujourd'hui. Kinshasa sans trou. On a créé des construire. Je peux vous amener sur 4 artères et vous-même, vous aurez l'honnêteté de compter les trous. Kinshasa sans trou. Non. De qui se moque-t-on? Laissez-moi quand même finir avec ma question. Kinshasa, qui ne Bopeto? Monsieur Raphaël Loulou. Qui ne Bopeto? Laissez-moi vous poser avec la pluie qui est tombée hier soir, la pluie d'hier soir, oui. Moi j'étais sur le boulevard à 22h. Je suis passé par le boulevard
Parce que l'avenue de Juilery était impraticable. Vous voulez nous parler de quelle? L'avenue, ici devant l'avenue de Juilery, à côté à la bifurcation du Palais du Peuple, là. Croisement Juilery et Triomphal. Impraticable. Mais monsieur Raphaël, mais vous nous parlez de quelle? vous posez quand même la question. Est-ce que Kinshasa en question là, vous parlez de Kinshasa de 1965 ou de Kinshasa de 2022? Aujourd'hui, vous ne pensez pas que Jekoko Moulumba pourrait bien aider Jantini Ngobila qui était avec vous au PPRD à mieux maintenant atteindre cet objectif pour rendre cette ville plus propre? S'ils s'entendent bien pour protéger leurs intérêts personnels, ils vont bien diriger. Vous pensez qu'ils ne vont pas bien s'attendre? Non, je dis. Vous avez utilisé le conditionnel s'il. Donc vous pensez qu'ils ne vont pas s'attendre? Mais écoutez, le gouverneur, la personne qui est en danger, c'est le gouverneur Jantini Ngobila. Comment ça? Parce que l'IDPS pourra défenestrer Jantini Ngobila, d'accord, et laisser le vice-gouverneur Jekoko Moulumba. L'UDPS n'a pas ces intentions-là. Oh papa, je connais les acteurs politiques. C'est la famille. Je connais la politique de la famille. Arrêtez un peu. Arrêtez. Le gouverneur est en danger. Jantini Ngobila. Vous voulez dire que Jantini a été piégé? Comment? Jantini a été piégé. Je ne dis pas qu'il a été piégé. mais je dis, connaissant les acteurs, Jantini Ngobila, le gouverneur de Kinshasa, est en danger. Jekoko, le vice-gouverneur, pourra faire la politique de l'UDPS avec des motions fallacieuses, mettre le gouverneur en état de ne plus diriger, et le vice-gouverneur pourra faire l'intérim ad vitam aeternam. Mais c'est ça le danger. Nerombungu l'a essayé, ça n'a pas marché. Écoutez, ça va marcher puisque c'est Jekoko Moulumba. Non, l'UDPS aujourd'hui applique quand même la loi de méritocratie. Est-ce que Nerombungu était de l'UDPS? Mais il était à un certain moment proche de l'UDPS. Mais Jekoko est de l'UDPS. Jantini Ngobila n'est pas de l'UDPS. Pour preuve, il vient de créer son parti ACP. Proche de l'UDPS. Il n'est pas proche de l'UDPS. Mais je vous dis, prenez la figure que je viens de vous décrire là. Mettez ça au frais. Un jour, vous tirerez de votre tiroir et vous remettrez sur la table. On est presque à la fin, monsieur Raphaël Loulou. Je vous pose une petite question. Répondez-nous clairement. Je réponds toujours clairement. Consciemment, sans être fanatique. Je suis un enseignant de haut niveau, avec un niveau respectable. Je répondrai clairement. Merci. Joseph Kabila, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi. Il y a un seul candidat qu'il faut voter pour les régressements de la RDC. C'est lequel candidat? Si Joseph Kabila est candidat, je ne voterai que pour lui et je demanderai au peuple congolais de voter pour lui. Et s'il n'est pas candidat? S'il n'est pas candidat, je ne me prononce pas. Je ne vois aucun. Donc, avec les autres candidats, le Congo restera à genoux. L'avenir nous donnera raison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, monsieur Raphaël Loulou, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes conseiller de Joseph Kabila et aujourd'hui... J'étais conseiller. Vous étiez conseiller secrétaire général du parti politique Mouvement Social pour le Renouveau. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur votre chaîne.